Salut les gens, bienvenue dans ce petit épisode. Alors ici, premier rayon de soleil depuis 15 jours, je suis tout blême d'ailleurs. Je vais pouvoir finir mon petit tour aux abeilles que je n'ai pas terminé. C'est juste de bouger ces ruchettes là, c'est un petit peu venteux ici, de l'autre côté dans la plaine là, voilà. C'est l'ouest et ça vient de là et il faut que je les bouge. Je n'ai même pas pris le temps de le faire, enfin pris le temps. Oui, il faut pas que je dise j'ai pas le temps, machin. Mais les pauvres végétaux m'ont pris pas mal de temps, voilà. Merci du soutien pour ceux qui me soutiennent. Et les autres... Bon bref, aujourd'hui un petit épisode sur l'hydromel. Premier disclaimer sur l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé. Je vous le dis là, je vous le redirai à la fin. Deuxième disclaimer, je suis désolé, j'ai filmé ça un peu rapidement chez Corinne et Christophe Duchanois que nous allons voir tout de suite. Les néons ont amené vachement de scintillement à l'écran. Donc ça fait l'effet stromboscopique. La seule manière que j'ai eu de le réduire, c'est de trouver un petit système là, que c'est facile à trouver sur YouTube, c'est gratuit, mais ça donne une espèce de flou. Bref, la qualité n'est pas exceptionnelle sur cette vidéo, je suis désolé, j'ai même proposé à Corinne et Christophe de refaire la vidéo. Et puis d'un commun accord, on s'est dit que ça passait comme ça, que de toute façon, le fond est plus important que la forme. Comme dans toutes mes vidéos. Et puis, troisième disclaimer, le mot vin est utilisé régulièrement dans cette vidéo. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, mercredi 7, je sais plus. Aujourd'hui, nous avons appris que le mot vin est exclusivement réservé au raisin. Donc quand on dit vin, ça veut dire vin de raisin. Mais on peut dire quand même vin de miel, ou vin de rhubarbe, ou vin de fraise. Donc si vous entendez le mot vin dans l'épisode, je ne l'ai pas bipé à chaque fois, mais dites-vous dans votre esprit vin de miel. Par contre, on a le droit de dire vinifié, ou à déguster comme un vin de garde, ça on a le droit de le dire. C'est assez particulier, et figurez-vous qu'un anonyme nous a dénoncé à la DGCCRF pour dire qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le mot vin. Alors il a certainement une raison de le faire. Maintenant il aurait pu m'envoyer un petit mail, je me serais confondu en excuses et je lui aurais enverré un petit cadeau. Le fait de l'avoir fait anonymement par la DGCCRF, ça rappelle les heures les plus noires de notre pays, je n'y reviendrai pas. Voilà, voilà. Je sais, ça déballe direct. Bon, on enchaîne sur l'épisode et puis je vous remets un petit disclaimer à la fin sur l'abus d'alcool. Sachez que le superbe hydromel de Corinne et Christophe que l'on voit est disponible sur mon site. C'est de la pub, c'est comme ça les gens. C'est 2020, bienvenue en 2020 et c'est bientôt fini, bientôt 2021. J'ai pas bu d'hydromel aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Allez hop, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite visite chez Corinne et Christophe, bonjour. Bonjour. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour tout le monde. Qui sont apiculteurs, proches de chez moi, c'est le rucher de Saint-Del d'ailleurs, hein, on va préciser tout ça, et puis ils ont la particularité de faire de l'hydromel, et ils vont nous expliquer tout ça, tout aujourd'hui. C'est parti. Alors Corinne, Oui, bonjour Corinne, tu nous expliques un peu déjà la partie apiculture, comment c'est venu, votre historique, tout ça? Alors, un petit peu à propos de nous, on est deux, on est mariés femmes, et puis on s'est lancé dans l'apiculture professionnelle depuis pas très longtemps, ça fait depuis 2018 seulement, et on a maintenant une cinquantaine de ruches en production, une centaine de caisses au total, et voilà, on produit notre miel dans la Haute-Saône, sur deux zones, plutôt une zone de prairie à côté de chez nous et puis une zone de montagne vers la région des Mille Étangs. D'accord. Voilà. Et le but, c'est pas forcément de monter le cheptel beaucoup plus? Alors un petit peu plus, oui, mais l'idée c'est de pas forcément vivre uniquement de la production de miel, c'est comme tu le disais tout à l'heure dans l'intro, c'est de transformer tout ça en hydromel. D'accord. Comment ça se fait que vous êtes devenu apiculteur, enfin tout ça? C'est une longue histoire? Une longue histoire, oui, certainement. On avait une autre vie avant et puis une envie, voilà, une reconversion, une envie de faire des choses par nous-mêmes, un peu plus proche de la nature. Voilà, et puis donc on s'est lancé il y a 2 ans, donc ça fait pas, comme on disait, ça fait pas très longtemps. Ouais, ça fait pas très longtemps. Et puis les premières cuvées 2018 sont maintenant disponibles à la vente. Ok.
Ok, ok. On va voir tout ça. Les abeilles, ça se passe bien? C'est compliqué? Pourquoi tu te marres? Oui, ça se passe bien. Bah, des hauts et des bas, évidemment. C'est pas évident parce qu'on est un peu autodidacte. Donc, on a appris énormément de choses avec des gens qui font des vidéos très bien sur YouTube. Mais non, c'est vrai, c'est super d'avoir accès à autant d'informations. Ouais, enfin, tu remarques Et, aussi qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup à apprendre Ah, je veux bah, dire, c'est à clair, côté, c'est clair, les c'est livres, pratiquer surtout. Oui, alors entre les bouquins, tout ce qu'on trouve sur Internet, discuter avec des collègues, on a appris beaucoup de choses et on en a encore énormément à apprendre, ça c'est clair. Alors là, on fait un petit tour, et ben, on voit voilà, nos petits stocks de ruches, de ruchettes, certaines qui sont peintes à la peinture suédoise. Oui, ça c'est d'autres thermopeint, et ouais, ça c'est peinture exactement. suédoise. Et question, pourquoi elles sont là vides? Pourquoi elles sont là vides? Parce que on a mis à l'hivernage, donc on a un certain nombre de caisses en rab. On a prévu aussi pour l'année prochaine déjà. Ok. Et puis voilà. C'est beau quand c'est neuf, hein. N'est-ce pas, hein? Ouais. Et puis les hausses là-bas. Les hausses qui nous ont bien servi cette année, hein, puisque ça a été quand même une bonne saison, une bonne récolte là en 2020. Donc voilà, elles sont toutes ici, plus un peu de stock. On est en dadan 10 cadres, puis les ruchettes, des ruchettes 6 cadres. On a un peu de matériel aussi pour commencer à faire de l'élevage. Bon, ça c'est tout nouveau pour nous, hein. Surtout qu'on vient de faire une super sélection, une super formation sur la sélection. Donc je pense que oui, on va essayer de s'y mettre pour l'année prochaine, hein. Bon, Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais. Là, alors celle-là, c'est la grange, oui. C'est la le stock grange, de oui, matériel, qu'on a transformée. Voilà, on a fait la dalle ici pour pouvoir installer tout le matériel, parce que mine de rien, il faut de la place, quoi. Et on se dit déjà qu'on est un peu à l'étroit, d'ailleurs. Mais Ah oui, on verra comment est-ce qu'on peut pousser les murs un jour. punaise. Voilà. Bon, impec. On va passer... Oui, dis-moi. Ouais, je voulais dire, on a juste ici le stock d'eau qui nous servira après pour faire l'hydromel. Ouais. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Notre petit fondoir pour récupérer la cire. D'accord. Voilà, comme on peux disait, je sais pas. Ah, bah, c'est prêt à... Ah oui, c'est pour la fin, C'est prêt à fondre là. Ouais, d'accord. On n'a pas encore tout fini de recycler. C'est le dernier. Quelles ont été les difficultés pour s'installer ou, je sais pas, les barrières à la reconversion, parce que vous n'étiez pas du tout dans l'apiculture. Barrière à la reconversion, on va dire déjà se dire qu'on se lance, parce que pendant 1 an on avait fait ça, à la fois notre travail d'avant et puis ça, et puis à un moment tu te dis que si tu veux vraiment donner la chance à ton nouveau business, faut y aller, quoi. Voilà. Donc c'est aussi ça, on n'est pas du tout dans le milieu, donc se lancer après en tant qu'indépendant, c'est pas évident. Discuter avec la famille qui comprend pas forcément non plus pourquoi on a envie de quitter un boulot qui était plutôt sûr, et puis se lancer dans quelque chose d'assez inconnu. Donc on va dire c'est peut-être plus ça le frein psychologique. Ouais, d'accord. C'est pas forcément lié à l'apiculture aux abeilles, c'est... Ah non, je pense que c'est exactement. Ouais. Parce que finalement, la démarche de s'installer avec des moyens, un emprunt ou quoi, et les connaissances on les acquiert, c'est faisable, quoi. Oui, ouais. Mais après, il faut le faire, quoi. Voilà. Faut s'y jeter, faut se lancer. Mais il a envie de dire quelque chose, Christophe. Mais t'as pas le micro. Non, faut quand même être motivé quand on se lance. Hein. Voilà, rapproche-toi. Il faut être motivé quand on se lance quand même. Hein. C'est un métier qui est quand même... Qui n'est pas évident, ouais. Ouais, voilà, quoi. C'est physique, faut y aller, quoi. On est bien d'accord. Prendre le mort aux dents et puis... on est bien d'accord. Non, mais ok, tu vas nous expliquer la partie hydromel? Alors, on attaque tout de suite, ou vous vouliez rajouter quelque chose sur l'apiculture en général ou quoi? Non, tout bien. Bon, pour l'instant, nous, on pratique une apiculture assez simple. On ne cherche pas à faire des miels monofloraux, par exemple. Pas de transhumance non plus, voilà, oui, donc forcément. donc on ne transhume pas, on est en rucher fixe. On ne cherche pas les miels monofloraux. On récolte les hausses et on obtient des miels qui sont... typé, on va dire, acacia, ou typé tilleul, ou typé ronce, typé tout ce qu'on voudra, mais on ne cherche pas vraiment le monofloral. Pas le but. Le but, c'est de passer entièrement votre production en hydromel, faire quelques pots quand même. On fait quelques pots, évidemment, en tant qu'apiculteur, forcément. Voilà. Mais sinon, non, l'objectif, c'est de faire de l'hydromel à partir du miel qu'on produit nous-mêmes. Oui, voilà. Ok.
Allez, on va aller voir la partie hydromel. Bah, allez, c'est parti. Alors Allez, ça, c'est l'atelier... Donc là, c'est ce que nous, on appelle la miellerie. Donc c'est là où on stocke le miel dans les maturateurs. On désopercule à la main. Et on a ici 2 extracteurs, donc un extracteur électrique. Et puis le premier qu'on ait acheté, c'était le manuel en fait. Voilà. Bon, avec une centaine de ruches, je veux dire, même les bonnes années, en fait, on fait tout manuellement, quoi. On n'a pas acheté de ligne, on cherche à limiter aussi l'endettement. Tant que ça peut être remplacé par de l'huile de coude, voilà, on fait comme ça. Oui, d'accord. Ça, ce sont les matus à miel. Donc ça, ce sont les maturateurs. Donc là, on a quoi? On a 1000 kg en fait de stockage là. 2, 4, plus une tonne 2 peut-être. Ouais, donc on a une tonne 4. Cette année a été plutôt bonne. Donc on a retiré des maturateurs et puis on stocke le miel en pot en fait. En pot, en seau. Voilà. Ouais. Là, il faut pouvoir le stocker évidemment. Voilà. Alors si maintenant on commence à parler d'hydromel, alors il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'hydromel. Eh ben, c'est très simple, c'est un mélange d'eau et de miel fermenté comme du vin. Comme du vin. C'est comme du vin. C'est un vin, mais plutôt que prendre du jus de raisin à la base, on a de l'eau mélangée à du miel. Voilà. On utilise des levures œnologiques pour faire fermenter. D'accord. Certains utilisent en fait les levures indigènes au miel. Le miel contient des levures, mais c'est des levures dont on ne connaît pas la provenance, on ne sait pas quel type de levure. On ne veut pas prendre le risque d'avoir une fermentation non contrôlée qui n'aille pas à son terme. Donc l'idée, on utilise des levures œnologiques comme le font les vignerons. Donc ça, c'est d'accord, tu le rajoutes dans le processus. Tu rajoutes dans le process des levures voilà, que tu achètes. Hein. Alors question à 100 000, les levures qui sont dans le miel, qu'est-ce que tu en fais? Alors, est-ce que tu les neutralises? Alors ça c'est excellent, voilà, là, on commence la discussion. Alors, non, nous ne les neutralisons pas. Certains le font. Donc il y a 2 manières de neutraliser les levures et les bactéries qui sont déjà dans le miel. La première, c'est de chauffer. Oui, pasteuriser. Voilà, tu pasteurises, donc tu as ton mélange au miel et tu le chauffes. La deuxième, c'est l'utilisation de sulfite. Voilà, c'est-à-dire que tu fais ton mélange au miel, tu sulfites un coup, tu attends un certain temps, quelques heures, quelques jours, et après tu peux ensemencer avec tes levures à toi. Alors nous on ne fait pas ça, on n'utilise pas ces sulfites et on ne chauffe pas. Les sulfites pour les raisons qu'on connaît, et le chauffage, ça dégrade le produit. Pas dénaturer le miel, bien sûr. Et bon, quand on fait des grosses quantités, ça fait une quantité d'énergie et de matériel, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ce qu'on fait, nous, c'est un pied de cuve. Alors, vas-y, explique. Alors, un pied de cuve, c'est un levain, finalement. Donc, si le pied de cuve représente environ 10 à 15% du volume final de ta cuve, tu fais ton mélange au miel, tu mets les levures œnologiques dedans, tu les laisses se développer. Donc, tu vas avoir une grosse quantité de levure dans ta cuve, en fait. Et c'est cette grosse quantité de levure qui va venir prendre le pas sur les levures indigènes et sur toutes les comme s'il y avait une compétition en fait. S'il y avait une compétition, exactement. Donc en fait, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire que tu favorises la compétition de tes levures exogènes, donc les levures que tu intègres dans ton process, pour venir prendre le pas sur les levures indigènes. Et donc ce simple procédé suffit à les contrôler entre guillemets. Ça marche très bien, oui. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est la méthode ancestrale. C'est comme ça que faisaient les gens dans le temps quand ils faisaient du vin. C'est en faisant des pieds de cuve. D'accord. Voilà. Alors oui, reprenons. Alors tu as coupé le petit appareil qui nous embêtait là. Voilà, alors donc oui, cet appareil en fait il sert à maintenir la bonne température dans les cuves. Les cuves, on ira les voir tout à l'heure là, sont équipées d'une double paroi, d'une double peau, d'un double manteau, on appelle ça comme on veut. Et on fait circuler de l'eau à une température de consigne pour maintenir le vin qui fermente à une certaine température. D'accord. Une température de consigne? Une température de consigne. La température de consigne, par exemple, là, on met 19 degrés ou 20 degrés. Pourquoi? Parce que la fermentation, c'est une réaction qui est exothermique, donc elle produit de la chaleur. Donc sur des grosses cuves, la température du mou ou du vin augmente avec le temps. Et du coup, la fermentation accélère. Et on souhaite la conserver, la maintenir. Alors, combien de temps prend le processus total, vas-y. Tu récoltes ton miel. On est au mois de juin. On récolte le miel.
Bon, c'est la période d'été, donc on est assez occupé avec les abeilles, donc on stocke le miel en attendant. Oui. Et une fois qu'on a mis les colonies à l'hivernage, alors là, on a le temps de s'occuper de l'hydromel. Donc on a l'eau, on a le miel qui se trouve soit en matu, soit en seau, dans la cuve qui se trouve là-bas. Je verse l'eau. Bien sûr. Je verse l'eau et le miel. D'accord. J'ai une pelle de brasseur. Excellent. Voilà, et je touille, tout simplement. Ok. Pour faire un mélange homogène. Enfoiré. Pour faire un mélange homogène. Ok. Alors, bon, on va rentrer dans les petits secrets de fabrication. Alors tu nous dis bien ce que tu veux dire, attention, hein, je ne force pas. Non, c'est... Bon, il n'y a rien de secret, c'est comme ça. Donc, quand on fait le mélange au miel, ce mélange au miel a une certaine acidité que l'on peut être amené à corriger pour que les levures se développent correctement et pour aussi avoir une certaine acidité. Enfin, donc, on utilise de l'acide tartrique. C'est des produits tous les produits qu'on utilise sont autorisés en œnologie. Et ce sont des produits œnologiques de toute manière. Donc on utilise de l'acide tartrique qu'on rajoute dans le mélange au miel pour arriver à une certaine acidité. Et là on peut rajouter les levures pour qu'elles se développent correctement. Voilà. Et une fois que ce mélange est fait, eh ben, on le transfère dans les cuves de fermentation. D'accord. Le côté acide, c'est le pH tout simplement? Le pH tout simplement. Ouais, d'accord. Parce qu'on sait que le miel a un pH très bas, 4, 5, et c'est ça que tu essaies de contrôler en fait. Hein. Tout à fait. Alors, certains miels ont des pH plus élevés, ça, qui peut poser problème d'ailleurs, mais sinon, oui, effectivement, quand on fait le mélange au miel, donc, puisque tu as rajouté de l'eau dans le miel, en règle générale, on arrive à des pH de l'ordre de, on va dire, 6, quelque chose comme ça, et on rajoute l'acide tartrique, et là, pour descendre le pH à, on va dire, 3,5, 3,7. Ah oui, tu le redescends, d'accord. Ah ouais, il faut le redescendre. Le pH de l'eau est à 7, lui? Oui, exactement. Okay. Ouais. Et c'est indiscret de demander les proportions? Ça, c'est secret ou quoi? Non, c'est pas secret. Alors, ça dépend du type de miel, très fort. D'accord. En gros, l'acide tartrique, on en rajoute entre 0,5 et 0,7 grammes par litre. Oui, c'est très peu, mais et puis la proportion au miel? Ah, alors au miel, alors ça dépend. Alors là, voilà. Ça dépend ce qu'on souhaite comme produit final. Est-ce qu'on souhaite un produit sec ou un produit doux, moelleux, mi-sec? Plus tu en mets de miel, plus il sera moelleux? Alors, il y a deux paramètres à prendre en compte, effectivement. C'est la quantité de miel que l'on met au départ dans le mélange au miel et l'aptitude des levures à supporter l'alcool. À supporter l'alcool. Voilà. On laisse la fermentation aller à son terme. C'est une de nos particularités également. Donc, on ne pratique pas ce qu'on appelle le mutage. Donc, le mutage, c'est un ajout de sulfite en cours de fermentation pour stopper la fermentation, soit quand on a atteint le degré d'alcool désiré, soit le niveau de sucrosité désiré. Mais on utilise pour ça des sulfites. Alors, nous, on ne fait pas ça. Nous, à la base, on sélectionne les levures et on ajuste la quantité de miel dans l'eau pour arriver à notre objectif de degré d'alcool et de sucrosité finale. Oui, mais alors tu le fais au début du processus pour un contrôle à la fin? Oui, exactement, il y a une prise de risque. C'est pareil que quand tu fais par exemple un pied de cuve, que tu ne sulfites pas, tu n'es jamais sûr à 100% que ta fermentation se passera correctement. Ok, et tu peux rattraper le coup à la fin? Non, c'est une prise de risque. Ok, tout à fait. Super. Non, c'est chaud alors. Mais il faut. Oui, mais c'est. Ce que j'ai envie de dire alors, c'est qu'il faut vachement d'expérience pour savoir ce qu'il vous faut. Faut comprendre ce qu'on fait, oui. Voilà. D'accord. Ouais, il faut comprendre ce que tu fais. Donc, par exemple, si tu veux un vin sec, tu mets la quantité de miel nécessaire pour obtenir, on va dire, 14 degrés d'alcool, mais tes levures sont capables d'en supporter 16. Donc, tes levures vont consommer la totalité du sucre que tu as mis dans ton mélange. Et après, elle meurt parce qu'il n'y a plus rien à manger. Voilà. Si maintenant tu veux quelque chose de doux, tu vas mettre dans le mélange suffisamment de miel pour obtenir 16 degrés en alcool. Oui. Mais tu vas choisir une souche de levure qui, elle, ne tient que 13 degrés d'alcool. Donc ces levures vont consommer le sucre, transformer ce sucre en alcool,
À partir de 13 degrés, les levures vont mourir, mais elles n'auront pas tout consommé. Donc il va rester des sucres que l'on dit résiduels. Et ça te fait du moelleux. Et ça te fait un moelleux. Donc maintenant, toi, il faut que tu fasses tes calculs au début, que tu t'assures que la fermentation va se passer correctement et pour obtenir. Voilà. Et ça permet de limiter la consommation. Donc déjà, sur 2 postes, en fait, on a limité la consommation en sulfite, déjà sur le mou, et ensuite sur l'arrêt de fermentation. C'est important, c'est des quantités qui sont quand même assez importantes de sulfite que là, on n'utilise pas. Voilà. D'où toutes les balances, là. D'où les balances, voilà, exactement. Mais c'est exactement ça, ouais. Okay, voilà, tout à fait, voilà. Et à propos des levures, on trouve ça dans le commerce, je veux dire, enfin spécialisé, j'entends. Oui, tu trouves ça dans les commerces. Et on est capable de dire celle-ci jusqu'à 13. Exactement. Je savais pas. Ouais. Ok. Voilà. Et ça, ce sont des compétences que vous avez apprises. Alors, on a appris par nous-mêmes. Après, on est issu du monde de l'agroalimentaire, donc D'accord. Vous aviez déjà des notions, je veux dire. Déjà des notions. Parce que là, moi, j'apprends un tas de choses déjà, quoi. Super. Une question là sur la taille de la cuve. Elle n'est pas si énorme. Non. C'est en continu, non? Comment ça se passe? Combien de temps ça prend? Par batch, comme on dit. C'est une cuve. Bon, c'est de la récup. Hein. Je fais 50 litres à peu. Je fais 50 litres à peu près à chaque fois. Donc je touille, je mélange, je rajoute un peu, je corrige l'acidité. Et ensuite, j'ai une pompe avec ces tuyaux. Là, j'ai une pompe et j'envoie dans les cuves qui se trouvent. Et dès que le mélange est fait, tu peux pomper en fait. Et dès que le mélange est fait, je pompe. Une fois que la cuve est vide, je recommence et j'y vais petit à petit comme ça. Alors voilà, au niveau du travail, pour une cuve, on a des cuves à côté. Les plus grandes font 625 litres. Oui, c'est ça, c'est que tu fais combien de pompes quoi, ouais. Ça demande à peu près, en incluant le pied de cuve, il y a 2 jours pleins de travail, quoi. À deux jours et demi plein de travail. Risques pas, non, c'est les balances qui t'amènent la précision, mais est-ce que tu risques pas d'avoir un mélange un petit peu différent à chaque fois ou moins sur 3 on est assez précis. Il faut que ce soit exactement le même miel, quoi. Et c'est le même miel. Alors ça, mais de toute manière, c'est pesé à chaque fois. Ouais. Le miel, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Si on prend du miel toute fleur en plaine, c'est du miel de nectar. Oui. Donc en fait, la fraction de sucre fermenté cible qui se trouve dans le miel est relativement constante. Voilà. Si maintenant on a du miel de montagne, donc du miela, là on a une part de sucre non fermenté cible qui se trouve dans le miel qui est plus importante. Ça veut dire qu'on a du sucre dans le miel qui ne fermentera jamais, mais qu'on retrouve à la fin et qui apporte de la sucrosité. Voilà. Donc là, il faut vraiment faire attention et c'est là qu'on navigue un peu en eau trouble. Et tu connais ces sucres fermenticibles et non fermenticibles? C'est quoi? C'est le saccharose qui ne l'est pas, le maltose ou quoi? Alors non, c'est le mélésitose, entre autres. Voilà. Donc par exemple sur le fameux, donc en 2018 par exemple, on a eu un miel, il était exceptionnellement bon. Honnêtement, je l'ai adoré. Mais lui, en mélésitose, il y avait combien? Il y avait plus de 10% là-dedans. C'était 10 à 15%. Que tu retrouves à la fin. Tu retrouves à la fin. Donc toi, après, quand tu fais tes calculs pour ton degré d'alcool final, c'est des sucres qui ne se transformeront jamais en alcool. Voilà. Donc il faut que tu en prennes. C'est encore plus compliqué. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Encore plus parce que on les mesure très mal ces sucres. Et faire une vraie mesure, il faut aller dans des labos spécialisés. Ça prend du temps et franchement, c'est pas donné, quoi. Donc la meilleure manière de s'en sortir, c'est de faire un test. Alors, tu vois. Donc on prend une bonbonne de 5 ou 20 litres. Ah oui, un test d'hydromel. Voilà, exactement. Et on lance une fermentation. Ça va prendre 6 semaines, 2 mois maximum. Et au-delà de ça, après ça, en goûtant et en mesurant la densité, on peut voir les performances que ça donne. La fermentation ne prend pas plus que 2 mois? Ou quoi? Non, c'est pour faire un premier test, ouais, c'est ça? Non, alors la fermentation dure un bon... Non, au bout de 2 mois, c'est fermenté. Ah oui, après, c'est de la vinification, en fait. Après, c'est de l'élevage. De l'élevage? Alors, l'élevage. Ah, on vient de faire... Comment est-ce que nous, on procède? Donc, on conduit la fermentation à son terme. On ne l'arrête pas. Une fois que la fermentation a terminé, ça se remarque à l'œil, c'est-à-dire que les lies, donc les levures mortes, descendent et restent au fond. Donc on a le liquide, le vin, en fait, devient un peu plus clair. Il n'a plus cette couleur jaune-orange qu'il a quand il fermente.
Donc là, on peut considérer que la fermentation est quasi terminée. On dit quasi terminée parce que pas toujours. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est on fait un bâtonnage. Donc le bâtonnage, en fait, c'est une remise en suspension des lits. D'accord. C'est-à-dire que tu mélanges ou quoi? Oui, exactement. À intervalles réguliers. Alors ça peut être tous les 3 jours, toutes les semaines. Tu remets ces lits en suspension. Ce qui a pour effet bénéfique pour le vin, de lui apporter pas mal de rondeur et de gras. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est de, comment dire, que toutes les levures soient utilisées, c'est ça? Alors, toutes les levures restent dans la cuve, oui, et on les remet, elles sont mortes, mais on les remet en suspension. Donc on mélange. Oui, mais à ce moment-là, elles sont toutes mortes. Elles sont toutes mortes. D'accord. Mais on les remet en suspension. Ça fait, il y a une réaction chimique qui se produit au niveau des parois cellulaires, on appelle ça l'autolyse. C'est ces parois qui se dégradent, en fait, et qui relarguent des composés dans le vin. C'est ces composés-là qui apportent le gras, le plus de rondeur. Je crois même qu'elles ont des propriétés antioxydantes. D'accord, et c'est ça qui change le goût? Et ça va apporter quelque chose, ouais, voilà, exactement. Je sais pas si on dit le goût, mais oui. Ouais, la texture, voilà. Okay. Et ça apporte plus au vin, voilà. Ça dure 6 mois à peu près. D'accord. Un peu plus. Donc pendant 6 mois, on remet les lits en suspension après la fermentation. Okay, voilà. Okay. Donc on appelle ça le bâtonnage. Une fois que le bâtonnage est terminé, au bout de 6-7 mois, alors on attaque ce qu'on appelle la clarification. Oui, alors attends, pour le bâtonnage, qu'est-ce qui définit la fin du bâtonnage? Bah, tu goûtes. Et après, tu appliques un standard. Nous, la fin du bâtonnage, elle est également dictée par nos impératifs de production. C'est-à-dire que l'élevage ne dure pas plus d'1 an, en cuve, je parle, parce qu'on a le miel qui arrive. Oui, il y a une rotation. Voilà, et il faut libérer les cuves pour remettre le miel. Okay. Donc ça, c'est valable pour les cuves, hein. C'est pas valable pour les fûts. Tu nous montres les cuves? Ouais, alors je vous montre les... Ouais, on va aller voir les cuves. Alors c'est le Saint des Saints là. Voilà, ça sent bon, les gens, je ne le dis pas. Wow. Donc en fait les cuves, c'est du matériel de brasserie. Ouais. On a choisi parce que c'était ce qui était le plus pratique pour nous, sur des volumes qui restaient petits. C'est-à-dire en viniculture, on arrive tout de suite à des volumes énormes. Donc là, sur du matériel de brasserie, voilà, nos grosses cuves font 625 litres. Et on a des petites qui font 240. Voilà. Elles ont cette particularité d'avoir deux vannes en bas, si tu regardes, pour vider la cuve. Donc là, ici, c'est la vanne de drain. Donc elle est située en bas de la cuve. Et on a cette vanne ici qui se trouve un peu plus haut, qu'on appelle tirage au clair, haut plus loin clair. Alors après le bâtonnage, on a dit on attaque la phase de clarification. Oui. Donc une fois qu'on a fini de bâtonner, on attend une quinzaine de jours, toutes les lits descendent au fond, et on transfère le vin de la cuve considérée vers une autre cuve vide, mais en tirant le vin de cette vanne-là, ce qui fait qu'on va laisser les lits au fond. Oui. Et on va prendre le jus un peu plus clair qui se trouve au-dessus. Alors ce qui est au fond, tu le jettes? Alors ce qui est au fond, alors pour l'instant on le jette, oui. Je sais qu'on peut le réutiliser pour distiller par exemple, pour faire de l'eau de vie d'hydromel, ce qu'on ne fait pas encore. Mais on va y penser. On va y penser, voilà. Mais pour l'instant, non, on le jette. Alors là, le système de clarification t'oblige à avoir au moins une cuve vide? Toujours, exactement. Il y a toujours une cuve vide. Donc là, quand tu vois un barboteur, la cuve est pleine. D'accord. Et la cuve vide se trouve ici. Et là, même pas dans... Voilà. Le barboteur ici est immobile, hein, donc ça fait... Quel est son rôle du barboteur? Protéger le vin de l'extérieur, donc de l'oxygène et des bactéries. Notamment les bactéries lactiques qui vont transformer l'alcool, pas bactéries lactiques, désolé, acétiques, qui vont transformer l'alcool en acide acétique, donc en vinaigre. Voilà, c'est ça voilà. Parce que de manière tout à fait naturelle, l'alcool se transforme en vinaigre. Ça, c'est un processus naturel. Voilà. Et on a, voilà, ça c'est une fois que la cuve est terminée, mais là on voit le barboteur, donc cette cuve est en fermentation. Oui. Donc il y a dégagement de CO2, tu dois laisser sortir par ce barboteur.
Voilà. On appelle bonde également. Oui, d'accord. C'est rigolo, c'est vivant. Et vous avez un recyclage de CO2, vous êtes embêté avec ça? Alors, on évite d'avoir plus d'une cuve en fermentation à chaque fois pour éviter les dégagements de CO2 trop importants. Ouais. Oui, parce que ça peut aller vite pour moi, je pense. Oui, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai mal à la tête. Voilà. Non, c'est parce que tu as trop bu déjà. Donc ça, c'est la clarification. Donc on transfère d'une cuve à l'autre. On fait ça plusieurs fois. Oui. Donc on transfère une fois. On attend 1 mois, 2 mois. Il faut regarder avec une lampe de poche. Ah oui, d'accord. Voilà, la turbidité. Et on transfère d'une cuve et on transfère d'une cuve à l'autre. Et c'est efficace, on arrive à de belles choses. Mais à chaque fois, on a des pertes. On est d'accord? C'est-à-dire? Ben, à chaque fois, il y a tout le vin qui se trouve au fond. Oui, cette perte-là. Voilà, cette perte-là. Mais Et tu peux faire combien de transvasement? alors, toi, tu dois compenser. Donc, quand tu fais quand tu remplis tes cuves, tu dois, dès le début, prendre en compte ces futures pertes. Oui. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on fait par exemple un surplus donc dans ces bonbonnes. Le houillage, voilà, donc c'est le terme utilisé, c'est-à-dire que quand on transfère d'une cuve à l'autre, on a des pertes. La cuve qui réceptionne n'est pas remplie. Oui. Et toi, tu veux la remplir pour limiter. Voilà, donc le bas de la précédente, il se trouve ici. On a fait une production d'hydromel supplémentaire pour venir compenser les pertes que tu as à chaque fois que tu fais un soutien. Mais qui vient d'une autre cuve, on est d'accord? Ça reste, c'est fermenté en bonbonne en fait, on le fait comme ça. Nous. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ça c'est le même miel, c'est exactement le même processus qui est fait en même temps, mais on le produit en plus pour venir compenser. Je vois qu'il y en a 2 autres à côté, tu en fais 5 à chaque fois? Non, 3? Ouais, en gros on prévoit, on va dire combien, 60-70 litres pour compenser les pertes. 10-15%. Ben voilà, exactement. On en a là, si tu veux, qui sont en fermentation, voilà, pour compenser. Voilà. Donc c'est voilà, tu regardes les barres, ça doit bouger, voilà, les barboteurs, voilà. Donc c'est exactement le même hydromel, mais celui-ci est spécifiquement prévu pour venir rouiller cette production. Oui, d'accord. Voilà. Tu vois que celui-ci, il est bien trouble. Oui. Il y a toutes les levures qui sont... Combien de temps là il est en fermentation? Alors ça va fermenter pendant... Alors là, ça fait... Non, même pas une semaine. Ça fait une semaine que la fermentation a commencé. Voilà. Et c'est par ces soutirages successifs que tu vas clarifier le vin. Alors il y a des techniques qui existent, hein, par exemple la filtration, hein, tout simplement. Oui. Donc qu'on a essayé. Et, alors ça n'a pas été super efficace. Et d'une, on a perdu beaucoup de la couleur. Et au niveau du goût, ça appauvrit très fort aussi. Ouais. Donc on a laissé tomber. Ouais, on entend parler aussi beaucoup du blanc d'œuf. Alors le collage peut être utilisé. Alors il y a une quantité pas possible de produits qui existent. Donc il y a le blanc d'œuf, il y a aussi de la gélatine de poisson. Ah oui. Il y a de la protéine de pois, il y a des argiles également, bentonite. Et donc ça vous a pas paru une solution adéquate? Disons qu'on la garde sous le coude si on est coincé au niveau de la clarification, quoi. Parce que ça peut arriver? Ça peut arriver, oui. Par exemple, un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est la casse protéique. En fait, il y a quelques protéines dans le miel quand même. Et ces protéines, si elles restent dans le vin, quand tu le mets en bouteille, et on utilise des bouchons en liège. Donc ces protéines, au niveau du bouchon en liège, vont précipiter en fait dans la bouteille et ça va faire un dépôt un peu blanchâtre, qui n'a rien de dangereux et qui ne nuit pas à la qualité du vin, c'est juste l'esthétique. Oui, d'accord. C'est une toute petite quantité quand même. Ouais, mais ça trouble quand même, c'est dommage. Donc on essaye d'éviter ça. Donc une manière d'éviter cette casse protéique, en fait, c'est d'ajouter des tanins œnologiques que tu peux ajouter dans le mou, qui vont aider ces protéines à précipiter quand le vin est en cuve. D'accord, ça vous le pratiquez? Ça on peut pratiquer. Oui, d'accord. Est-ce que ça change le goût? Non. Non. Alors, si on met trop de tanins, oui, ça va changer évidemment. Oui, voilà. Mais à chaque fois, c'est des petites... Non, alors là, on est à... Oh là là, c'est même pas 5 grammes par hectolitre qu'on met dans le... Donc, et au niveau du goût, ça se voit pas, ni même au niveau de la couleur.
Et tu disais le contrôle de la température. Alors le contrôle de la température, en fait, si tu regardes la cuve, on voit ici, il y a deux couleurs différentes. Donc on a là une double peau et on fait circuler de l'eau dans cette double peau. Voilà. C'est fin là. Ouais. Si tu... Voilà. Viens par derrière, tu vas trouver les deux connexions là. Tu vas... Ouais. Oui. Voilà, tu les as là, voilà. Okay. En bas, voilà. Et donc tu maintiens la température à une température de consigne pour que la température ne s'élève pas trop pendant la fermentation. Une fois que la fermentation est terminée, on peut déconnecter, la pièce est climatisée. Et, 19, ouais, on met 19 degrés, voilà. Okay. Après, ça dépend des levures, hein. Il y a des levures qui peuvent fermenter à plus basse température et d'autres qui demandent un peu plus, voilà. Alors ça, tu as un catalogue des levures et... Ouais, il y a un catalogue des levures qui ont toutes leurs... et qui qui vont produire Ouais, le vin final sera différent suivant qu'on utilise tel type de levure ou tel type de levure. Un sera plutôt sur le fruité, d'autres plutôt sur les caractères floraux et l'alcool. Ok. Et donc une fois que vous avez clarifié, pour revenir au processus, 3-4 fois, je ne sais pas comment là. Exactement, c'est ça. Ouais. Hop, c'est la mise en bouteille. Après, c'est on met en bouteille. Voilà. Et là, il est consommable tout de suite, l'hydromel. Alors, quand tu le mets en bouteille, il faut attendre encore un peu parce que là, il a pris pas mal d'oxygène. On n'embouteille pas sous vide, hein. On n'est pas équipé pour ça. Ouais. Il faudrait, ce serait l'idéal. Non, c'est pareil, ça. Ouais, voilà. Non, on a une tireuse, on ira la voir tout à l'heure. Ouais. On a une tireuse, tout simplement, on met en bouteille et on peut attendre 3-4 mois et après l'hydromel est bon à boire. Okay. C'est un vin qui vieillit très très bien. Ouais. En tout cas, on le vinifie comme tel pour que ce soit un vin de garde. Et tu le gardes après comme du vin de raisin, c'est-à-dire en cave? Ouais. On va te montrer ça. Donc là, on a des cuves, mais on peut également vinifier en tonneau. D'accord. Voilà. C'est la prochaine étape. Alors on en a déjà, on va te les montrer. Ouais, on en a 2. On a fait les essais l'année dernière. Franchement, c'est génial. D'accord. Ah, on entre dans un autre monde là. Ouais. Et du coup, cette année, on va en prendre quelques-uns de plus encore. Et puis on va vraiment se lancer dans la vinification de l'hydromel dans des fûts de chêne neufs. Neufs, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Neufs, on va aller chercher en Bourgogne. Et t'as pas un intérêt à utiliser du vieux comme pour le whisky ou quoi? Mais en fait, on souhaite... alors, on ne sait pas ce qu'il y a eu avant dans ces fûts. C'est pas si évident que ça à trouver des fûts usagés. C'est pas... et puis, on souhaite conserver le caractère hydromel pur, en fait. Et sinon, même principe avec les fûts, quoi. Et sinon, utiliser des fûts usagés, c'est des fûts qui ont déjà donné tout leur potentiel. Donc, mais qu'ils en amènent un autre, peut-être. Je sais pas, je dis. Ouais, mais ça sera soit du vin, soit du whisky, soit de la bière, soit des choses comme ça. Et puis tu contrôles pas forcément. On contrôle pas ce qu'il y a eu avant. Et il y a la part des anges ou pas? Oui. Alors c'est pareil, donc on fait ce qu'on appelle du houillage. Sauf que là, c'est pas parce qu'on l'a soutiré d'une cuve à l'autre, c'est simplement par évaporation, à travers du bois. Donc là, toutes les semaines, on complète le volume perdu avec de l'hydromel, tout simplement. D'accord. Est-ce que ce phénomène de houillage, enfin non, c'est ça, le houillage de compléter? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas dommage, entre guillemets, parce que le phénomène de réduction apporte pas quelque chose à lui-même? Alors, plus ton espace de tête est important, plus tu risques une contamination. Et plus tu risques de transformer ton vin en vinaigre. D'accord. Voilà. Oui, c'est le contact avec l'oxygène. Voilà. Donc ça, on ne veut pas faire ça. Et ça forme un voile ou pas, ou avec la part des anges? Parce que par exemple pour le vin... C'est très faible. La quantité évaporée, en gros, c'est on va dire 100 ml par semaine. D'accord. Voilà. Donc le niveau baisse peu en une semaine. Donc toi tu complètes. Dire si tu attends 6 mois, forcément tu vas avoir ce fameux voile. Parce que c'est le voile qui protégeait de l'oxygène, justement, dans les vins du Jura. Je sais, voilà. Je sais pas si pour le vin de miel, finalement, qui n'est pas du vin de raisin, on aurait ce même phénomène. Voilà. Super. Bah dis donc. Et c'est pareil, c'est le contrôle de température, les grands trucs noirs? Alors, les trucs noirs, c'est initialement, on avait prévu de ne pas avoir de pièces climatisées, en fait. Et de ne travailler qu'avec le système de double manteau.
et du coup isoler les cuves parce que l'extérieur n'est pas climatisé. Maintenant qu'on a installé une clim, enfin c'est une pompe à chaleur réversible, du coup ces isolants n'ont plus à être là, quoi. Bon, super. T'as pété une cuve. Non mais génial, ok, je découvre plein de choses. Alors à la fois ça a l'air rapide et simple et en fait c'est hyper technique quoi. C'est comme la biculture. Oui, exactement. Et un des principaux problèmes en fait c'est c'est le temps. Chaque fois qu'on veut faire un essai, il faut attendre. Et il faut attendre, c'est des années pour voir si... C'est comme la sélection, voilà, si tu veux travailler avec tes rennes, c'est pas la première année que tu verras le résultat. Alors là, par exemple, on a fait des essais, on a 2 bonbonnes et on va faire de la méthode traditionnelle en fait. C'est-à-dire? Alors on va faire de l'hydromel mousseux, en méthode trad, comme on dit. Méthode champenoise. Donc méthode champenoise, exactement. Donc on fait un vin de base qui sec, qui va chercher dans les 11 degrés en alcool. Oui. Et on fait une refermentation en bouteille, Oui. suivie d'un dégorgement. Oui. Et puis après, on fait... Le dégorgement où tu congèles le bout du bouchon là. Congèle, voilà, pour enlever les lies qui sont issus de cette seconde fermentation. Excusez-moi, vous n'avez pas assez de travail ou... Non, mais là, ça va être... Ça, c'est quelque chose... Ça nous tient à cœur très fort. Je reconnais qu'il faut essayer ça. Ouais. Voilà. Donc on a déjà un petit volume. Et en fait, ce qui va se passer, c'est pour revenir à ce problème de temps, avant même d'avoir les résultats sur ce tout petit volume, on va lancer des fermentations sur, on va dire, un bon 500 litres en fait. Ah oui, donc tu ne connais pas le résultat, mais tu engages la suite, parce que sinon c'est très long. Sinon, voilà, on se ravise en fait, et puis on dit non, tant pis, on y va tête baissée, quoi. On y croit, on se dit que ça va marcher. Ouais. Ça peut pas être mauvais. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que ça marche, d'Ivoire? Je veux dire, le seul changement, c'est raisin à miel, quoi, voilà. Ouais, d'autres l'ont déjà fait sur de l'hydromel, donc on se dit c'est faisable déjà. Puis sur 500 litres, je veux dire, le risque est quand même pas... c'est limité, quoi. Après, tant pis si ça rate, mais non, il n'y a pas de raison que ça rate. Il faut faire... Le travail doit être soigné, en fait, c'est ça la chose, c'est il faut éviter toute contamination, voilà. Surtout quoi, l'oxygène, et comme tu disais... L'oxygène, les bactéries, voilà, c'est ça. Ouais. Et bien laver ses instruments à chaque fois quand on passe de cuve en cuve, bien laver sa cuve avant une nouvelle fermentation. Et là, comment tu fais pour laver une si grande, enfin entre guillemets, mais 625 litres, tu manipules comment, tu rases? Non, alors on a une pomme de douche en fait, et on vient à l'eau chaude laver, voilà. C'est pas moi qui rentre dans la cuve, ça passe pas. Non, ok, super. Ça fait quand même un petit investissement pour produire tout ça, quoi. Ouais, au départ, on se rend pas compte, mais enfin ça c'est pas donné et tout ça, plus toute la robinetterie, le contrôle de tout, le poids, tout. Alors c'est aussi le fait que en fait tu immobilises ta production pendant un certain temps. En plus, ça aussi ça coûte énormément. Voilà, exactement, tu as produit ton miel, mais tu le vendras pas dans l'année. Tu le vendras dans 2 ans, dans 3 ans, sous forme d'hydromel. Voilà. Donc au niveau du cash flow, en fait, c'est... Il n'y a pas de cash flow, il y a le cash ciao, quoi. Voilà. Ok, super. On repasse à côté On va aller voir la cave. Ah oui, la cave, bien sûr. Pour la suite. Et donc là, c'est la cave. Voilà. Avec la clé, oh oui, c'est trop bien, ça passe partout. Allez, voilà. Oh, ça sent la cave. Donc là, ça sent la cave, voilà, exactement. Donc voilà les 2 fûts qui sont, ils sont pleins. C'est des 228 litres, là, comment on appelle ça? C'est les pièces bourguignonnes. Les pièces, voilà. Donc, mais dans le Jura aussi, on avait ça. Ouais. Donc 228. Les Bordelais font 225. Je ne sais pas si on peut être précis à 3 litres près. Je peux te dire qu'il y a 3 litres. Mais donc voilà, donc ça fait bientôt 1 an que l'hydromel est dans ces fûts là. Franchement, c'est génial. On te fera goûter. Et c'est beau, ouais. Donc on en a 3 autres à venir là. Tu les as mis en eau avant pour l'étanchéité? Ouais. Alors quand tu les reçois, ils sont 9,9. Tu mets une vingtaine de 20 litres d'eau à peu près. Tu mets le fût debout pendant 24 heures avec l'eau
d'un côté, et ensuite tu retournes le fût. Ça te permet de vérifier s'il y a des fuites. Ça fait gonfler le bois là où tu as le plus de chances de fuite en fait. D'accord, parce que moi quand j'étais gamin, on les trempait entièrement. Quoi. Non, là c'est 20 litres d'eau en bas, et 24 heures après, tu fais tourner ton fût pour qu'il se retrouve sur l'autre face. Et, voilà, et après terminé, c'est bon. Bah, sinon on a T'as acheté les racks, oui, les bouteilles, oui. Bouteilles qui sont prévues pour la cuvée 2019 qui est actuellement en fût là. Alors là, je peux les montrer à l'écran parce que j'en ai aussi en boutique là, et puis elles sont commandables sur le site. Voilà. Là vous avez bien travaillé le marketing, le packaging, tout ça quand même. Hein. Ouais, mais c'est bien, attention. Je suis le premier à le dire, hein, avec les pots de miel par exemple. Ça compte. Et je me souviens qu'on en avait parlé, il y avait une grosse interrogation sur l'étiquette, la bouteille et tout. Oui. C'est pas mal il y a beaucoup de questions à se poser en fait, parce que la forme de la bouteille a un impact très fort sur toute la logistique qui va suivre. Même l'étiquetage en fait. Pour l'étiquetage par exemple, on a une étiqueteuse manuelle qui se trouve ici. Voilà. Bon, simplement, on met la bouteille, on étiquette comme ça. Mais en fonction de la forme de la bouteille, il faut que la bouteille tienne couchée, en fait, comme ça. Si on a des bouteilles qui ne tiennent pas couchées comme ça, elles ne peuvent pas tenir sur les supports de l'étiqueteuse et on ne peut pas étiqueter. Ok. Bon, il doit exister des solutions, non? Oui. Avec, je sais pas, des cylindres adaptés. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que les pros, quand ils travaillent avec ces bouteilles-là, les bouteilles sont verticales, elles ne sont pas couchées. Et les étiqueteuses, elles tournent. Voilà. Donc, avec ce genre d'étiqueteuse manuelle, par exemple, il y a des contraintes techniques. Ensuite, ça, c'est la boucheuse. Alors, on a une super bonne boucheuse. Pourquoi? Suisse, ouais. Petit coco suisse. En fait, on trouve des boucheuses manuelles un peu sur le commerce et la qualité du travail, franchement, ne nous plaisait pas. Le poinçon abîmait le bouchon. On n'avait pas le bouchon qui descendait à la même profondeur à chaque fois. Le travail était difficile. Puis quand il faut boucher 1000 bouteilles avec un bras de levier correct, c'est quand même plus facile. Et cette boucheuse travaille très bien en fait. Oui, parce qu'on fait à la main, oui, exactement. Oui, c'est normal. Donc voilà. C'est normal. Vous n'avez pas encore les 30 salariés. Ouais. Si, ensuite. Avec 2 enfants. Après, je peux montrer la tireuse. Et ça, c'est la tireuse. Donc, on fait arriver le vin par l'entrée de cette pompe, qui ramène le vin dans ce réservoir. Et une fois que le réservoir est plein, avec une bouteille, merci, cette bouteille, finalement on vient placer la bouteille en dessous, on soulève, c'est dommage, il aurait fallu t'as pas une 75 centilitres là? Ah oui, c'est pas la bonne taille, tu veux dire, ouais. Donc mais disons qu'elle vient de reposer sur ce support là. Et la bouteille se remplit. Une fois qu'on a terminé, on enlève la bouteille. Et elle est pleine. C'est rapide, hein, c'est 4-5 secondes par bouteille. Ouais, enfin, bon, multiplié par le nombre, ouais, d'accord. Parce que oui, tu avais la petite bouteille, donc vous faites 2 volumes. Alors, on a 2 formats différents. On a le 50 centilitres et 75 centilitres. Voilà. Donc, on utilise des bouchons en liège, pas des bouchons en plastique. Et c'est des bouchons de qualité qu'on utilise. Donc pour ceux qui connaissent un peu, on utilise la qualité fleur ou la qualité extra. Donc ça, c'est la qualité du liège qu'on utilise pour des vins de garde. Pour les bouteilles de 75 centilitres, on utilise des bouchons un peu plus longs que pour les bouteilles de 50 centilitres. C'est 45 mm. Une petite différence de taille, quoi. Une petite différence de taille sur les bouchons. 48 ou 49 pour les bouchons 75 centilitres. Voilà. Ok. Et puis là, le stock. Pas que, voilà, donc là, bon, il y a bien 2-3 pots de mie. Et sinon, voilà, donc on stocke le vin et là, on a un peu de poussière. Là, c'est pareil, voilà. Tu contrôles un peu la température. Voilà, la température est assez constante. On a isolé au plafond, les murs sont épais. Oui, donc on a quand même une température assez constante tout au long de l'année. Et voilà, le produit fini. Donc, Apis Salus Est. Apis Salus Est, ouais. En fait, on s'est fait un petit délire.
Il y a cette fameuse phrase en latin, in vino veritas, pour le vin. Et nous, on cherchait l'équivalent, mais pour l'hydromel, en fait. Donc, apis, bah, c'est abeille. Salus, c'est soit le salut, soit la santé. Et est, le verbe être, donc le salut par l'abeille ou la santé par l'abeille. Très bon, ça. Et, voilà. Et là, tu as tes 3... Alors là, on a un autre. Ouais, et là, il y a les 3... Comment on dit 3 non, pas les 3 cuvées, si. Cuvées. 3 cuvées, exactement. Donc, tout ça, c'est du 2018. Tu nous en montres Donc, une on a le sec, donc qui est un peu plus clair. Il est très clair, même. Ouais, c'est fou, hein. Voilà. T'as vu un défaut? Ouais, il y a une tache sur l'étiquette. Ouais. Ah, quoi, ça, là? Ouais, exactement. Ouais. Ah, moi, je trouve que ça fait stylé. Ça fait stylé aussi, ouais, voilà. Donc voilà, donc là, on a du sec. On peut faire de l'hydromel sec, c'est très très bon. Ça peut se boire pendant le repas. Ouais, donc là, très peu sucré. Donc là, très peu sucré, exactement. Et après, on... Alors, remonte-moi celle du milieu, c'est le mi-doux, vous l'avez appelé? Mi-sec. Mi-sec. Voilà, tiens, je le tiens. Ok. Et puis, le mi-doux, hein, voilà, il me semblait bien qu'il y avait du cache-te-la-rend. Et qui est le plus sucré. Le plus sucré de celui qu'on ait fait en 2018. Voilà. Oui, d'accord. C'est celui-ci qui est fait aussi le plus coloré. 2 tiers de miel de montagne, très fortement mélitosé, voilà. Ouais, et 1 tiers de miel de plaine, un peu tilleul. Ok, impeccable, c'est très joli. Hein. Et juste le bouchon, hein, pas de cire, pas de coquille. Non, alors on n'a pas mis de cire. Pas nécessaire. Non, c'est pour décorer, ça fait joli. Il n'y a pas cette capsule que l'on met par-dessus non plus. On laisse le bouchon. Bon, super, hein, toutes ces... Voilà. Bon. Avec C'est joli. Non, mais c'est joli les couleurs. Là. Ouais. Vous avez fait un super produit, quoi. Voilà. On a tout compris sur l'hydromel. Non, on disait que suivant vos miels qui sont récoltés à différentes périodes, évidemment, de la saison, ça va changer le goût de l'hydromel. Exactement. Dont vous aurez l'issue 1 an après. Voilà, donc on navigue un peu... Pas à l'aveugle, mais enfin c'est des choses qui vont venir avec le temps. Voilà, ouais. Exactement, que tu construis également avec l'expérience. Oui. Mais si pour le vin de raisin, par exemple, il y a énormément d'études qui ont été faites sur l'impact que peut avoir le cépage sur le raisin final, sur l'hydromel, on n'a pas ce recul, il n'y a jamais eu de travaux faits à ce sujet, quoi. Donc c'est principalement l'expérience de l'apiculteur en fait qui va jouer. On a tendance à vinifier les hydromels un peu comme des vins blancs. En fait, il n'y a aucune raison de le faire. Je veux dire, c'est basé sur rien de... Aucune bonne raison de le faire, si ce n'est la couleur finalement. Mais à part ça, non, peut-être que c'est une vinification en rouge qui conviendrait mieux. Bon, je ne parle pas de la fermentation malolactique parce qu'il n'y a pas d'acide malique dans l'hydromel. Tu fais son scientifique. Non, mais je m'aperçois qu'il faut d'abord une sacrée connaissance, oui, scientifique, base. Ouais. Mais comme c'est de l'œnologie, quoi. Je veux dire. C'est de l'œnologie. Mais d'ailleurs, on est en contact avec deux œnologues. Enfin, un il y a au début, puis maintenant avec un autre en fait, qui nous donne son avis sur ce qu'on lui fait déguster en fait. Et c'est bien ce qu'il dit ou c'est mauvais? Ouais, c'est sympa. Ouais. Il est cash, hein, donc sur les essais, donc c'est parfait. Ouais. Bon, faut goûter maintenant. On va te faire goûter. Non, je parle aux gens. Hein. Qu'est-ce qu'on rajoute? Bonne dégustation. Exactement, bonne dégustation. Merci pour la visite, Tip Top. Christophe, Corinne, du Chat Noir, le Rucher de Saint-Del. Et vous avez toutes les infos, je les mets à l'écran là, puis voilà. En espérant vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Ouais, vous êtes bien spécialisé quand même. Hein, non mais technicien en plus, quoi. C'est beau. Voilà.